Bonjour, je m'appelle Bora, je suis architecte et je vous propose ce podcast comme un espace pour réfléchir à la ville et à ce que veut dire habiter demain. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce premier épisode de Fable Urbaine, un projet que je porte depuis longtemps et que je suis émue d'ouvrir aujourd'hui avec vous. Je vous remercie sincèrement d'être là pour ce lancement. Fable Urbaine, c'est un podcast pour celles et ceux qui s'interrogent sur nos territoires, nos modes de vie et nos manières d'imaginer l'avenir. C'est un projet que j'ai voulu créer d'abord pour moi, parce que ces questions me traversent, parce que j'avais besoin d'un espace pour les explorer en profondeur. Et je le partage aujourd'hui avec vous, en espérant que ces conversations puissent elles aussi vous nourrir, vous donner envie de penser autrement, ou simplement ouvrir de nouvelles pistes. Ici, on prend le temps de ralentir, de questionner ce qui semble évident et de redonner sa place à l'imaginaire et à l'esprit critique dans la façon dont on pense la ville de demain. Mon souhait, c'est aussi que ce podcast devienne peu à peu un lieu de dialogue, une communauté de personnes curieuses, engagées, attentives aux transformations de nos espaces de vie. Le format est volontairement long, entre 1h et 1h30, sans montage, pour retrouver le temps d'une vraie conversation. Il y a des silences, des hésitations, des phrases qu'on reprend, surtout moi, et je trouve que c'est un bon indicateur. Ça veut dire qu'on cherche vraiment ensemble, qu'on co-construit une réflexion. C'est peut-être particulier à écouter, mais c'est exactement ce que j'ai envie d'entendre. Quelque chose qui s'écoute comme une traversée sans itinéraire fixé à l'avance. Je débute, je suis seule sur ce projet, avec un emploi à temps plein à côté, alors je vous remercie pour votre indulgence. Les prochains épisodes arriveront à raison d'un par mois, avec des invités passionnants. Si ce podcast vous parle, si vous avez envie de soutenir le projet, vous pouvez le faire très simplement, en laissant un like sur votre plateforme d'écoute, en partageant les épisodes autour de vous, ou en suivant Fable Urbaine sur Instagram pour être au courant des prochaines sorties. Petite précision, mon invité comme moi-même parlons ici à titre individuel et les propos tenus dans cette conversation n'engagent que nous. Dans cet épisode, j'accueille Manuel. La première partie est consacrée à son parcours et à la découverte de la sécurité sociale de l'alimentation. Puis, dans une seconde partie, à partir d'environ 40 minutes, on essaiera d'imaginer ensemble ce que ce dispositif pourrait changer dans nos villes, nos territoires et nos modes de vie. Je vous souhaite une très belle écoute et j'espère que cette conversation vous donnera, comme à moi, matière à réfléchir et à rêver d'autres possibles. Donc là, j'ai lancé normalement l'enregistrement. Voilà. Et aussi, si tu veux parler dedans. Allô, ouais. J'ai l'impression que c'est ça bon, ouais. Si, regarde, j'ai l'impression que c'est bon. Moi, je suis en haut. Et toi, t'es en bas. Et pourquoi quand je... Alors attends, vas-y. Là, vas-y. Allô, ouais. Est-ce que Vas-y. Ah putain, c'est encore en stéréo. tu l'as dans une oreille? Ouais, alors attends. Pardon. Donc là, par exemple, moi, c'est toujours d'un côté. Et toi? Bonjour, Bora. Ouais, bon, c'est toujours pareil. Mais sur ça doit être différent. Le temps de te faire le truc. Ok. En gros, j'ai un peu listé très rapidement les objectifs de l'épisode pour que juste t'aies en tête. Et après, je me suis préparé des questions, mais on est libre de rebondir. Et voilà, c'était juste pour moi, pour avoir une trame. Donc en gros, là, l'objectif de l'épisode, c'est d'explorer comment la sécurité sociale de l'alimentation elle peut transformer concrètement la vie urbaine. Okay. Donc l'accès à l'alimentation, économie locale, gouvernance, rapport à la ville et au collectif, donc on en avait parlé. Donc l'idée, c'est de rendre compréhensible le concept qui est encore flou pour beaucoup de personnes, de montrer que la SSA, je ne sais pas si on dira SSA, toi tu dis SSA ? Ouais, on dit SSA souvent. Ok. Parfait. C'est pas une utopie abstraite, mais c'est un outil d'aménagement urbain et social. De peut-être lier l'alimentation à la justice sociale et l'avenir de nos villes. Et l'agriculture, enfin on le verra après. Et donner à l'auditeur peut-être des images mentales concrètes.
Donc des lieux, des expérimentations, des scènes de vie, pour bien pouvoir se projeter. Et voilà, l'objectif final, c'est qu'à la fin de l'épisode, l'auditeur, il doit pouvoir expliquer ce qu'est la SSA à quelqu'un d'autre et imaginer en fait à quoi ressemblerait la ville de demain si elle était mise en place. Ok. Donc moi j'ai un peu un déroulé, donc on peut commencer, ou tu préfères que je te dise un petit peu avant? Non, vas-y, c'est bien, je pense que ce sera plus organique si tu... Ouais, si je te dis... Si tu poses les questions au fur et à mesure et je suis un peu dans le... Ok. Et du coup, sans doute, on fera des pauses pour que je mette sur que tu vérifies stop que le... et que ça enregistre des parties au cas où... Tu perds un bout de la Exactement. conversation. On va juste réécouter ce qu'on vient de dire pour voir si on est bien au niveau du son, parce que je pense qu'il faut bien mettre là. En fait, des fois, quand tu fais comme ça ou comme ça perd. Ça change l'intensité, ouais. Voilà, mais du coup, ça va, c'est un truc facile à prendre en main. Donc aujourd'hui, je suis ravie de t'accueillir, Manuel. Donc Manuel est doctorant en géographie et on va parler de l'alimentation comme droit universel fondamental et point de départ pour penser autrement nos villes, nos territoires et notre manière de faire société. Donc l'objectif de cet épisode, c'est d'explorer comment la sécurité sociale de l'alimentation peut transformer concrètement la vie urbaine, notamment via l'accès à l'alimentation, l'économie locale, la gouvernance et son rapport à la ville et au collectif. Donc bonjour Manuel et bienvenue dans Fables urbaines. Bonjour et merci pour l'invitation. Avec plaisir. Donc on a réussi à rentrer dans la forteresse, on a bravé la neige et on a réussi à rentrer dans notre petite salle. Donc justement, avant de parler du fond et du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, je demande à chaque invité de choisir un lieu. Est-ce que tu peux nous dire, donc un lieu pour l'enregistrement, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui quel lieu tu as choisi, où est-ce qu'on se trouve ? Alors, on est dans la salle de travail de la Bibliothèque nationale de France, François Mitterrand, qui est un décor tout à fait de science-fiction pour ce podcast sur les possibles et le futur. Donc, on est en plein dedans. Très rétro-futuriste comme environnement, mais très chouette. Je te remercie de m'avoir emmenée ici parce que j'étais jamais venue et voilà, c'est super de découvrir cet endroit. Et donc, est-ce que aussi, avant de commencer, tu peux nous décrire rapidement qui tu es, ton parcours et ce qui t'a amené à t'intéresser à ce sujet de la sécurité sociale de l'alimentation? Alors moi, je m'appelle Manuel Offray. Tu as dit que j'étais doctorant. Alors je suis plus doctorant. J'ai fini mon doctorat en 2024 et aujourd'hui, donc je suis post-doctorant à l'université de Bordeaux où je fais partie de l'équipe de suivi scientifique de l'expérimentation locale de caisse de l'alimentation qui a lieu depuis plusieurs années maintenant en Gironde. Alors moi, ce sujet-là, j'en ai entendu parler pour la première fois quand j'étais en doctorat. Ok. À l'époque, moi, je travaillais sur la politique agricole commune, donc la politique actuelle qui organise le financement de l'agriculture en Europe. Et lors d'une conférence de chercheuses qui travaillent sur ce sujet-là depuis plusieurs décennies, il y a eu une discussion à propos de ce sujet-là, de qu'est-ce que ça valait comme idée, la sécurité sociale de l'alimentation. Est-ce que c'était quelque chose de crédible, une proposition politique sérieuse, ou est-ce que c'était une utopie de plus qui potentiellement sollicitait l'enthousiasme à un temps particulier, mais qui avait certaines limites. Et j'en ai pas entendu parler pendant quelques temps plus tard, suite à cet endroit-là, jusqu'à
ce que j'apprenne que plusieurs endroits en France, là on était peut-être en 2019, non peut-être 2020, 2021, quand j'ai entendu parler pour la première fois de ça. Et j'ai appris par la suite qu'en fait il y avait plusieurs endroits en France qui essayaient de mettre en œuvre cette idée-là pour l'expérimenter concrètement. Ok. Et quelques mois après la fin de mon doctorat, donc quand j'avais fini de m'intéresser à cette question épineuse de la politique agricole commune, j'ai eu l'opportunité donc de rejoindre un de ces collectifs qui relie militantisme et recherche pour contribuer à documenter ce qui se faisait donc, en Gironde. D'accord, ok, super. Et du coup, t'as le nom du collectif et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce collectif et sur ses missions ? Bien sûr. Alors, c'est un collectif qui s'appelle Acclimatation et qui réunit en fait des acteurs du milieu associatif qui s'intéressent aux questions alimentaires, surtout aux questions d'accès à l'alimentation, et avec une dimension donc d'alimentation durable, et des acteurs de la recherche en partenariat avec des collectivités territoriales, donc dans le département de la Gironde, à la fois donc le conseil départemental et des mairies, donc de villes, principalement des mairies de l'agglomération de Bordeaux. Ok. Et donc finalement, l'agriculture, c'est quand même un sujet qui t'anime largement. Est-ce que tu as un rapport plus personnel à ce sujet-là ? C'est comment t'en es arrivé Alors, je pense que c'est toujours un peu dans un entre-deux où j'ai pas un parcours qui prédestinait particulièrement à s'intéresser aux questions agricoles. Mais rétrospectivement, quand on s'intéresse à ça, on en vient un peu à gratter dans son passé familial, pour voir en fait les liens qui nous unissent malgré tout à ces activités-là. Et en fait, il n'y a pas à chercher très loin. Je pense qu'en fait, on est tous un peu dans ce cas-là, à devoir remonter peut-être une génération, deux maximum, pour trouver, ça y est, des gens qui vivaient de ça. Et voilà, c'est mon cas. Mais plus personnellement, moi, c'est quelque chose que j'ai découvert par le biais de la recherche. Et j'ai choisi de m'y intéresser à un moment où j'avais plusieurs possibilités. Et c'est ce qui me semblait, à ce moment-là, le plus intéressant dans les circonstances dans lesquelles j'étais, qui était en fait l'étude des projets de développement dans des pays du sud global, comme on dit maintenant. Okay. Et plus spécifiquement, donc à l'époque, j'étais en Ouganda pour mon master. Ok, super. Et donc, c'est un moment particulier où tu as rencontré des personnes qui t'ont marqué sur ces sujets-là, mais cette question, elle peut aussi s'ouvrir sur les personnes peut-être que tu as rencontrées lors de ton doctorat et que tu rencontres encore aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des personnages, entre guillemets, qui t'ont marqué et qui te... C'est une bonne question. Au moment où moi j'étais dans cette position-là, j'ai eu l'opportunité de discuter pas mal avec une doctorante qui était ingénieure agronome et qui étudiait donc aussi des dynamiques agricoles dans ce contexte-là, un petit peu différente. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles moi je me suis intéressé à ça, c'était aussi le fait de discuter en direct avec elle, quoi, de ces questions. Plus généralement, dans la thèse, une des rencontres importantes qui m'a en fait permis de poursuivre aussi dans cette voie, c'est avec celle qui a encadré ma thèse, et avec qui on partageait un petit peu cette trajectoire, en fait, d'avoir commencé à s'intéresser aux questions agricoles, aux questions environnementales, dans un contexte d'approche critique des programmes de développement internationaux, et de passer à un contexte européen, donc de pays qui au lieu d'être anciennement colonisés, étaient anciennement colonisateurs. Et on partageait un peu cette
ce passage en fait d'un contexte à l'autre. Et je pense que notre relation de confiance, elle s'est un peu nouée aussi dans cette un peu itinéraire commun, quoi. Ok. Super, bah écoute, on en sait plus sur toi et c'est cool de commencer comme ça. Ce que je te propose, c'est de peut-être faire en 3 temps. Donc, au début, on peut définir un peu ce qu'est la sécurité sociale de l'alimentation pour bien comprendre et bien poser les bases. Après, on pourra peut-être voir un peu les liens qu'on peut faire entre sa mise en place et la ville, enfin l'espace urbain, comment on trouve des synergies, des impacts, etc. Et pour finir, on pourra peut-être parler plus largement de l'agriculture, des modes de production et ce que ça implique, voilà, ce dispositif. Voilà, donc pour commencer, si tu devais expliquer à quelqu'un qui ne sait absolument pas ce qu'est la sécurité sociale de l'alimentation, qu'est-ce que tu lui dirais et quel lien peut-être tu ferais avec ce qu'il connaît déjà? Je pense à l'assurance maladie et puis la sécurité sociale en général. C'est une bonne manière de commencer, effectivement, puisque la sécurité sociale de l'alimentation, c'est quelque chose qui s'ancre finalement dans le contexte français, particulièrement, avec une référence très forte à la Sécu, donc le projet de protection sociale universelle qui a émergé vraiment en 1946. Mais qui fait suite en fait à une longue histoire de mobilisation pour la prise en charge des risques liés à la vieillesse, à la maladie ou au chômage. L'idée de la sécurité sociale de l'alimentation, c'est donc de s'ancrer dans cette référence à un système de protection géré par les travailleurs eux-mêmes, et de chercher à l'étendre en fait à de nouvelles sphères de la vie sociale et des besoins. Un besoin qui est pas qui est un besoin primordial, un besoin qui est profondément connecté à la fois à la santé et au maintien des conditions d'habitabilité de la terre, qui est l'alimentation. Ok. Et donc, si on pouvait expliquer, alors peut-être qu'il faut rappeler comment la sécurité sociale fonctionne aujourd'hui, peut-être pour poser les bases, et comment, du coup, la sécurité sociale de l'alimentation s'insérerait dans ce qui existe déjà. Alors, ce qui est intéressant dans la sécurité sociale, c'est que, historiquement, c'est un budget extrêmement important. C'est plus de la moitié du budget donc c'est pas le budget de l'État, mais c'est des dépenses publiques qui donc est géré par de manière comment dire, qui est géré par les travailleurs eux-mêmes, non pas en payant des impôts à l'État, mais en cotisant ensemble dans une caisse. Et cette idée de caisse, elle est extrêmement importante. L'idée de mise en commun, de socialisation d'une partie de la richesse créée et d'utilisation collective de cette richesse pour un certain nombre d'usages, une allocation décidée démocratiquement pour des usages qui sont définis comme prioritaires et auxquels tout le monde doit avoir accès. Donc l'idée de la sécurité sociale de l'alimentation, elle reprend cette idée-là de cotisation. Et c'est un des 3 piliers donc, du système tel qu'il s'est développé comme proposition politique, la cotisation solidaire. Donc ça veut dire chacun donne en fonction de ses moyens dans une caisse commune qui après sert à financer la production et la satisfaction des besoins. Donc ça veut dire que chaque salarié cotiserait davantage pour ajouter en fait un service entre guillemets qui serait l'alimentation, ou ça fonctionne pas du tout comme ça? Il y a plusieurs possibilités pour ce qui est du financement. On peut parler de la manière dont ça fonctionne dans les faits, dans les expérimentations locales, mais peut-être ce sera dans un deuxième temps. Je pense qu'en théorie, il y a plusieurs possibilités. Il y a des travaux
de recherche qui portent un petit peu sur ces différentes possibilités-là, un financement par l'impôt, un financement par les cotisations, un financement par la création monétaire, financement, il y a plusieurs possibilités. Je pense que les contours en fait restent encore à définir en même temps que les détails de la proposition globale. Les expérimentations locales, elles peuvent nous aider à avoir des éléments pour prendre ces décisions qui seront prises à des échelles plus vastes. Ok, donc rien n'est figé par rapport à ça. Et donc je voulais également te demander en termes de gouvernance, d'acteurs impliqués, j'imagine, tu peux peut-être me répondre sur ce point, mais est-ce que ça c'est plus fixé ou ça reste en effet encore à l'ordre de l'expérimentation? Ce qui est intéressant, c'est que comme pour la question de la cotisation, la question de la gouvernance de ce système, c'est quelque chose qui reste à définir et qui sera sûrement un objet de lutte. Puisque ce qui est important dans l'histoire de la sécurité sociale, c'est de comprendre que autour de cette question de ces caisses et de cette valeur, cette richesse mise en commun, se pose la question de qui gère cet argent et qui décide comment il est alloué. Le processus tel qu'il a eu lieu depuis les années, dès la création du système en 1946, c'est une tentative de reprendre la direction de ces ressources-là des mains notamment du mouvement ouvrier. À l'époque où le système est créé, il y a des syndicats, un parti communiste très puissant, et progressivement, le rôle qu'il joue dans la gestion des caisses devient de plus en plus réduit, avec une reprise en main par l'État notamment. Ok. Et donc ça peut avoir un impact ça peut avoir un impact sur bien des aspects. Le plus important est celui qui a été montré par la sécurité sociale, donc plutôt lié à la santé. Mais en fait, la vieillesse, c'est un petit peu la même chose. C'est l'idée qu'on passe d'une gestion par les besoins à une gestion comptable, une gestion qui met l'accent plutôt sur la maîtrise des dépenses publiques et moins sur la question de la satisfaction des besoins. Ça s'incarne aujourd'hui de manière très flagrante, que ce soit avec la question de l'âge de départ à la retraite ou le non-remboursement de certaines prestations. Et donc justement, j'imagine que la première argument d'opposition qu'on peut faire à cette proposition de sécurité sociale de l'alimentation, c'est de dire ça va coûter combien en plus et pourquoi en fait on mettrait tant d'argent. Alors bien sûr, c'est pas moi qui pose cette question, mais voilà, j'imagine que tu as des réponses par rapport à ça. L'idée, on peut tout de suite aller vers ses intérêts, mais peut-être je peux finir de présenter un peu les trois grands piliers de l'idée générale, et puis après détailler les bienfaits ou les bénéfices qu'on pourrait en escompter, comment cette proposition-là, elle répond de manière originale à une variété de problèmes qui sont présents aujourd'hui et auxquels le système existant ne permet pas de répondre. Donc, je reviens sur les trois grands piliers. Donc, on avait cette cotisation solidaire qu'on a déjà évoquée. Le deuxième aspect, c'est la question de l'universalité du système. Un élément très important dans un temps où on a tendance à flécher les dépenses publiques vers les populations les plus démunies. Et on pourrait penser que c'est quelque chose de très souhaitable dans la mesure où c'est celles qui en ont le plus besoin. Le problème quand on passe à ce genre de système avec une partie privée qui est dédiée aux gens qui en ont les moyens et une partie publique qui est destinée aux populations les plus précaires ou les moins riches, c'est qu'on a un système dégradé public pour les plus pauvres et un système privé inégalitaire pour ceux qui ont les moyens. Donc la réponse à ça, et en tout cas du point de vue des promoteurs de cette idée de sécurité sociale de l'alimentation, c'est un système commun pour tous et qui permet de garantir un accès égal et une satisfaction des besoins qui soit juste.
Le troisième pilier, donc on l'a dit, après la cotisation solidaire et l'universalité, c'est le conventionnement démocratique. Et ça, c'est un élément très important dans les expérimentations locales. C'est en fait la sélection de l'offre qui satisfait les besoins par les travailleurs eux-mêmes. Donc en gros, c'est la gestion de la production par les premiers concernés qui sont les citoyens ou les travailleurs. Ok. Et ça, je pourrais détailler un peu la différence entre le système tel qu'il existe dans la sécurité sociale et le système mis en place par les caisses de l'alimentation, qui en fait est assez différent. Ok. Pour ce qui est des bienfaits donc, de la sécurité sociale et de l'alimentation, en fait, on constate aujourd'hui que l'alimentation, elle est au cœur d'une crise en fait multifactorielle, avec déjà une crise, et je pense que c'est la plus vaste, la crise écologique. Mm-hmm. Il y a une manière un peu classique de la concevoir, c'est celle des seuils, en fait, des limites planétaires. Mm-hmm. Donc qui montre en fait un peu des indicateurs, des limites au-delà desquelles le système peut plus revenir dans son état antérieur. Et alors c'est des trucs assez connus sur la question de la biodiversité, le cycle du carbone, le cycle de l'azote, le cycle de l'eau, l'artificialisation des terres, tout un tas de dimensions, on ne va pas les faire toutes, mais l'important c'est de comprendre que l'agriculture, la production agricole, l'alimentation, c'est quelque chose qui est vraiment un aspect essentiel de ce dérèglement-là. C'est pas seulement, par exemple, l'impact sur la biodiversité, ça va aussi jouer sur la question du carbone, ça va aussi jouer sur la question de l'azote. C'est vraiment quelque chose d'essentiel, quoi. Aujourd'hui, la manière qu'on a d'allouer et de répondre aux besoins alimentaires, c'est quelque chose qui accentue de manière extrêmement importante l'impact de l'agriculture sur les écosystèmes. L'idée d'une gestion publique collective et démocratique de la production agricole et de la satisfaction des besoins, c'est, en tout cas en théorie, présenté comme une manière de répondre de manière plus efficace à cet impératif, puisqu'il en va en fait de la capacité à répondre demain aux besoins alimentaires. Un autre aspect, c'est la question sanitaire, avec des conséquences très fortes du modèle agro-industriel sur la santé des mangeurs, des gens qui s'alimentent à travers ce système. On connaît tout l'importance autour de la prévalence de l'obésité, autour des maladies cardiovasculaires, des choses comme ça, tout un tas d'effets induits de la consommation d'aliments ultra transformés et des pesticides, etc. Et aussi des modes de production. Un aspect important, et peut-être je vais en rester là parce que ça fera déjà 3, et je pense que c'est déjà, on en a cité déjà des éléments un peu cruciaux, quoi. C'est la problématique de l'accès et ce qu'on a appelé le retour de la faim dans les pays industrialisés. On avait tendance à considérer que la question de la sécurité alimentaire, c'est quelque chose d'associé aux pays du Sud. Depuis plusieurs années, on constate en fait l'incapacité du système français à garantir un accès à l'alimentation, avec une augmentation importante du recours à l'aide alimentaire. Et ces images qui ont été assez marquantes des files, notamment d'étudiants qui s'accroissent et qui deviennent un peu banales. Et donc oui, ce serait que cette aide-là, elle ne soit pas uniquement fournie par les associations, enfin qu'elle ne soit pas uniquement caritative, et qu'elle devienne du coup un droit universel et fondamental. Et donc justement, pour revenir sur la question un peu économique, enfin je ne sais pas si tu as les éléments en tête, mais ça représenterait combien ?
Et est-ce qu'il y a des études qui ont évalué ce qui pourrait être économisé, notamment sur les frais de santé, on imagine? J'ai plus les ordres de grandeur Non, mais en pas tête, forcément les ordres de grandeur, mais du c'est coup, l'idée, c'est effectivement une idée un peu de une partie du plaidoyer, c'est donc de souligner en fait les économies induites par ce système-là, avec la réduction envisagée de la prévalence de l'obésité, des frais plus généralement de santé qui sont induits par par l'alimentation. Euh, la proposition dont on parle régulièrement, c'est quelque chose qui en fait est, je pense, contextuel. Il y a une coalition, un collectif national qui s'est constitué, qui s'appelle Collectif national pour une sécurité sociale de l'alimentation, qui réunissait notamment des acteurs, donc comme Ingénieurs sans frontières, ISF Agrista, et la Confédération paysanne, des associations d'éducation populaire, des chercheurs. Et il y a une proposition qui a émergé pour un système qui octroierait en fait 150 € par personne ou par foyer, je ne sais plus. Et donc ça, on était capable de le chiffrer, quoi. Ça suffisait de multiplier par le nombre de personnes qui y avaient droit, et ça donnait... je ne sais plus, un chiffre assez important, une augmentation, je ne sais plus, peut-être de 25% ou de 30% du budget global de la sécurité sociale. Mais en fait, ces ordres de grandeur-là, ils sont importants, ils permettent de se rendre compte un peu de l'ampleur de ce système-là, mais il ne faut pas rester complètement... bloqué dessus. Cette histoire des économies potentielles engendrées, c'est aussi une manière de relativiser ces dépenses-là. Ça permet de dire que ces chiffres-là, ils sont valables dans un contexte, mais en fait, l'idée là, c'est de remettre en cause cette organisation-là. Oui, parce qu'on le verra sans doute par la suite, mais c'est tout le système qui est remis en cause, et donc forcément, il y a plein d'effets bénéfiques qu'on ne voit pas et qu'on n'est pas capable de budgétiser aujourd'hui, mais voilà, c'est évident que ça a des avantages et des bénéfices. Peut-être pour terminer cette première partie qui nous a permis de comprendre mieux ce qu'est la sécurité sociale de l'alimentation. Donc toi, tu nous as dit que tu avais travaillé sur certaines expérimentations. Est-ce que tu peux peut-être en choisir une et nous expliquer plus précisément de quoi il s'agit? Ouais. Mais ça va me permettre de devenir un petit peu plus concret. Donc moi, je fais partie du collectif de suivi scientifique de l'expérimentation de caisses en Gironde. Donc c'est ce collectif Acclimataction qui a sélectionné par tirage au sort partiellement 400 personnes au sein de 180 foyers environ pour essayer d'expérimenter, de voir, de construire ensemble une caisse dans laquelle ces foyers mettraient en commun des moyens financiers, décideraient ensemble de l'alimentation auquel ils souhaitent accéder et reçoivent mensuellement une allocation à dépenser pour accéder de manière égalitaire à l'alimentation qui est désirée. C'est un projet qui a commencé donc en 2023, je pense début 2023, j'espère que j'ai le bon calendrier en tête, par une période de prototypage qu'on a appelé les parcours d'engagement, et pendant lesquels une quarantaine de participants qui avaient souhaité s'engager ont commencé à poser les bases de cette expérimentation-là.
Donc ils ont défini un petit peu la manière dont ça allait se passer, le montant des allocations, la manière dont les points de vente auxquels ils pourraient accéder seraient sélectionnés, c'est selon quels critères, avec quelle modalité pour le moyen de paiement. Voilà, tous les aspects un peu techniques ont été discutés, les grands enjeux de l'alimentation aussi ont été discutés pour voir un petit peu pour faire face à quels enjeux en fait il s'agissait de mettre en place ce système. Et au bout de environ 1 an, au printemps 2024, voilà, les caisses ont été lancées. Il y a eu un élargissement basé sur le tirage au sort, notamment pour créer en fait un groupe qui soit représentatif de la population en Gironde, aussi bien du point de vue du revenu que de la composition familiale. Et à partir donc du mois de mars ou du mois d'avril, je ne sais plus, les gens ont reçu un montant de 150 € par foyer, plus 75 € par personne supplémentaire dans le foyer. Donc ça pouvait monter à des sommes pas négligeables pour des familles nombreuses notamment. Donc ça présentait déjà une variation par rapport au système national tel qu'il avait été proposé par le collectif national, qui était, je le rappelle, 150 € par foyer. Par foyer, ok. Et donc là, on avait un système qui était proportionnel à la taille. Et à partir donc de cette date-là, ils ont commencé à sélectionner des points de vente pour aller faire leurs courses. Non seulement des points de vente, mais aussi des produits qui répondaient à leurs critères. Alors des critères en termes de bien-être au travail, en termes de production agricole, en termes de transparence sur les prix, etc. etc. Peut-être une spécificité de cette expérimentation-là par rapport aux autres, en France, c'est que c'est 4 caisses locales, donc dans des petits territoires qui sont à la fois urbains mais aussi ruraux, qui sont unis dans une caisse commune au niveau du département qui prend les décisions en collective. Localement, les gens vont par exemple décider des produits auxquels ils ont accès, décider des magasins auxquels ils peuvent accéder, mais les décisions sur le devenir de cette caisse, elles sont prises en collectif, donc dans un espace qui réunit les 4 territoires. Donc ça pourrait être un exemple, comme on parlait tout à l'heure de gouvernance, ça pourrait être un exemple de gouvernance, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des spécificités très locales et du coup des décisions prises par les citoyens sur leur volonté les produits qu'ils souhaitent consommer, la manière dont ils souhaitent s'organiser, donc à savoir on cotise pour chaque personne, on cotise pour le foyer, etc. On peut imaginer, parce que c'est pas le cas aujourd'hui avec par exemple la sécurité sociale sur la question de la santé, là on pourrait imaginer des déclinaisons vraiment propres à chaque territoire. Ouais, ce qui est important, c'est que ces dynamiques, elles sont enclenchées, les gens s'engagent dans ces différents espaces, et une fois qu'ils ont pris une place dans le processus de décision, qu'ils ont commencé à reprendre un peu la main sur cette question-là, sur laquelle auparavant ils n'avaient pas grand-chose à dire, il y a une tendance quand même à pas vouloir laisser complètement partir ce pouvoir, quoi. Et c'est ce qui s'est... pour répondre à ta question, je pense que ces règles-là, elles vont être... Si le système s'étend, s'il y a un enjeu de mettre en commun, il y a un enjeu de garder des principes communs, c'est quelque chose qui se vit déjà en fait dans un espace qui s'appelle les intercaisses, qui réunit un peu un certain nombre de ces expérimentations locales-là, qui essayent de garder un peu un socle commun, des principes communs qui organisent et qui structurent un peu ces différentes initiatives. Récemment, en fait, l'année dernière, il y a eu une proposition de loi qui avait été déposée donc à l'Assemblée nationale pour instaurer un peu un cadre pour l'expérimentation, un cadre légal, des budgets, pour pouvoir continuer à avancer dans des conditions un peu plus claires sur ce projet. Et l'un des retours qui avait été fait aux parlementaires
dans le dialogue qui s'était enclenché entre les différents acteurs qui sont impliqués sur cette question-là, c'était justement la volonté de laisser une place importante dans les processus de décision aux citoyens qui s'engagent déjà, en fait. Et donc, cette question, en fait, je pense que la question, on ne sait pas très bien s'il y aura des déclinaisons locales ou pas, ou si c'est important, par exemple, d'avoir un système commun pour garantir l'égalité. L'important, je pense que c'est qu'il y a une volonté très importante de garder du pouvoir des citoyens sur les processus, quoi. Ok. Et donc, juste pour conclure cette première partie, deuxième conclusion, toi, en fait, tu avais peut-être des idées un peu préconçues, en fait, sur la sécurité sociale de l'alimentation. Qu'est-ce que ça a changé sur ta manière de voir ce dispositif, le fait de suivre ces différentes expérimentations ? Alors moi, je pense que j'avais un point d'entrée un peu singulier par rapport à ces initiatives-là. Ce qu'on voit du point de vue de la recherche, c'est qu'il y a une grande partie des chercheurs qui s'y intéressent, qui viennent pour part d'un intérêt pour la précarité et pour la capacité du système à mettre fin aux inégalités d'accès à l'alimentation. Ça, c'est une préoccupation très importante, mais ce n'est pas celle avec laquelle moi je suis arrivé. Moi, je venais d'un intérêt pour la production agricole, pour les enjeux environnementaux de cette production agricole, et aussi de quelque chose que je n'ai pas mentionné, mais de l'impression que les normes environnementales, les réglementations telles qu'elles existent aujourd'hui, elles ne permettent pas d'enclencher un véritable changement de modèle. Et du coup, je me suis dit, en observant le fonctionnement des exploitations agricoles telles qu'elles existent aujourd'hui, qu'il y avait une grande partie de leurs pratiques, entre guillemets, problématiques du point de vue environnemental, qui étaient provoquées par des facteurs qui étaient exogènes à ceux de l'exploitation agricole, et qui étaient plus le résultat de l'inscription de ces exploitations-là dans des chaînes de valeur qui mènent jusqu'au supermarché, par exemple. Et qui mènent directement jusqu'à l'assiette des gens. Le choix de consommation. Pas forcément les choix de consommation, mais la manière dont cette distribution des denrées agricoles est organisée dans la société. Autour de cet acte d'achat, mais qui est un choix finalement limité. Et donc, pour revenir sur ta question, moi, cet angle d'entrée-là, ça m'avait... je m'étais intéressé à la sécurité sociale de l'alimentation comme un pas de côté par rapport aux actions, on va dire, telles qu'elles se développent depuis plusieurs décennies maintenant, qui est l'agriculture alternative, les circuits courts, des choses comme ça, qui se construisent comme une alternative, quelque chose d'à côté du système dominant. Là, la sécurité sociale de l'alimentation, ça aspire à devenir un nouveau système dominant, organisé selon des principes différents. Donc, j'arrive avec cet intérêt-là, et le fait de me confronter à ces dispositifs très émergents, ça m'a amené à me questionner beaucoup plus sur la question de l'acte d'achat, de la manière dont s'organise la distribution alimentaire, et en fait ça m'a éloigné un peu de l'intérêt pour l'agriculture directement. Bah écoute, c'est une parfaite transition parce que c'est ma prochaine question. Donc, pour commencer à réfléchir comment la sécurité sociale de l'alimentation peut avoir un impact sur les villes, déjà, on peut s'intéresser concrètement à nos modes de vie. Donc, la question que je voulais te poser, c'était, donc on a bien compris que c'était pas quelque chose qui était fixe pour le moment, mais j'imagine qu'il y a des pistes. Donc, on peut peut-être, l'idée, c'est de construire un peu des imaginaires communs autour de l'avenir de nos villes. Donc, concrètement, comment ça se formaliserait, cette SSA ? Est-ce que ce serait comme on a aujourd'hui, parce que ça existe déjà, des tickets restaurants, donc avec une carte ticket restaurant, comme on a aussi la carte vitale ? Est-ce que ce serait plutôt des produits conventionnés qui seraient dans des rayons spécifiques dans chaque supermarché ?
Ou encore, ça pourrait être, je sais pas, des lieux spécifiques, comme on a les lieux associatifs qui sont les Restos du Cœur et d'autres. Et donc voilà, quelle serait, si on prenait la journée type de quelqu'un qui veut s'acheter à manger, quelles pourraient être les possibilités demain si la sécurité sociale de l'alimentation est mise en place, sachant qu'on a vu qu'il pouvait y avoir différentes possibilités, donc on peut justement... Il y a plein de manières de répondre à cette question. Je pense que en y répondant, je sors complètement d'une posture de chercheur, mais c'est un exercice qui est quand même intéressant. Une des manières de répondre à ça, ça peut être de voir concrètement avec quel type de structure ou d'espace de vente les caisses telles qu'elles existent, elles interagissent. Et donc on voit qu'il y a une part importante des commerces conventionnés qui sont des petits producteurs en vente directe, une part importante aussi qui sont des artisans commerçants qui font de la petite transformation type boucher, boulanger. Et aussi un acteur qui est intéressant parce qu'il a émergé depuis quelques années et qui propose aussi à sa manière une critique de la grande distribution telle qu'elle existe actuellement, c'est les magasins participatifs et coopératifs. Okay. Dans plusieurs expérimentations, donc en Gironde, mais c'est valable aussi pour celle de Montpellier, un des points de vente qui concentre le plus de transactions alimentaires, c'est ce magasin-là qui est reproduit l'idée d'avoir une diversité de produits sous le même toit, où on peut faire ses courses rapidement en accédant à une abondance de produits, mais sans reproduire les modèles économiques de la grande surface. Donc, et qui en fait permet à la fois de satisfaire les besoins socioculturels des personnes qui font leurs courses aujourd'hui et qui sont contraintes par le temps, qui sont contraintes par les goûts des membres de leur famille, qui sont contraintes par plein d'aspects, et tout en proposant une véritable alternative ou un véritable contre-modèle par rapport aux grandes surfaces. Donc on pourrait imaginer une dissémination de ces modèles de gestion participative des espaces de vente, tout en reconnaissant que l'accès à ces espaces-là, pour plein de gens, il est extrêmement problématique. Donc, le modèle de sécurité sociale de l'alimentation, tel qu'il est expérimenté en Gironde, une des carences qu'on identifie, et c'est en lien avec cet aspect-là, du coût d'entrée, c'est aussi peut-être de réfléchir à l'élargir à la restauration collective, à ce qui existe déjà presque en termes de service public de l'alimentation, quoi. C'est-à-dire les cuisines centrales, des choses comme ça, quoi. Donc on pourrait imaginer un système où une part beaucoup plus importante de l'alimentation est prise en charge en dehors des grands groupes de la grande distribution qui aujourd'hui concentrent la très large majorité des transactions alimentaires. Mais une autre manière d'envisager ce système-là, et je termine là-dessus, c'est d'imaginer les caisses comme ayant grandi, ayant accumulé un nombre croissant de participants, ayant pris une part de plus en plus importante des transactions alimentaires et qui soient en mesure de négocier directement avec ces grands groupes. De dire... d'influer de manière radicale sur les directions qu'ils prennent, sur la manière dont ils produisent, dont ils rémunèrent, dont ils prennent des décisions. C'est une autre manière d'envisager ça, d'imaginer que des multinationales soient mises un petit peu sous autour de la table. Non seulement autour de la table, mais qui soient soumises aux décisions prises démocratiquement par les citoyens. Ok, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, là, ça résonne en moi sur différentes problématiques liées à la ville. Donc, il y a déjà la problématique
peut-être, alors je ne sais pas si j'utilise le bon terme, mais de désert alimentaire. Et surtout en zone rurale, enfin, on voit, enfin, ça c'est une grosse problématique auquel la France doit faire face, c'est toute la disparition des petits commerces en fait alimentaires dans les bourgs. Et donc, je sais pas, mais là, quand tu dis des petits commerces conventionnés comme la boucherie, la boulangerie, on imagine que ça peut avoir un impact très très fort parce que ça peut permettre de maintenir en fait des commerces essentiels dans des lieux où on en a besoin. Et donc ça, c'est pour l'environnement plus rural, mais c'est également le cas peut-être en ville, parce qu'on sait, alors là, je vais utiliser un très gros mot, un très grand mot dont je ne suis pas sûre d'assumer complètement, voilà, mais il y a beaucoup d'effets de gentrification. Et moi, je vivais à Nantes dans un quartier qui avait été un quartier de logements sociaux, quartier en rue, qui donc avait fait l'objet de rénovations urbaines. Et en fait, ils avaient changé le supermarché qui était un Lidl par un Intermarché. C'est l'une des premières choses qu'ils avaient faites. Et tous les habitants du quartier nous expliquaient que ça avait extrêmement changé leur façon de consommer, qu'ils étaient obligés de prendre le bus et d'aller à des kilomètres. Et ça pose question parce que donc nous, enfin moi je vis à Paris et il y a beaucoup de quartiers avec des personnes. Alors là, ça fait beaucoup de questions, hein, tu m'excuseras, mais c'est juste pour l'idée, avec des personnes donc qui ont un certain revenu, on veut désenclaver les riches, etc. Mais on sait bien que c'est pas forcément un cadeau de mettre des personnes qui sont dans la précarité dans des quartiers dans lesquels ils n'ont pas de commerce, rien que pour s'alimenter, ils n'ont pas les moyens. Donc, est-ce que ça pourrait avoir un vrai effet, on l'a dit, donc, sur les déserts alimentaires dans le milieu rural et sur la gentrification, par exemple, dans les grandes villes et les métropoles? Alors là, il y a effectivement beaucoup de questions, mais il y a beaucoup aussi de choses qu'on a expérimentées concrètement à travers l'expérimentation en Gironde. Super. Donc, la question des paysages alimentaires, ça c'est quelque chose de central en fait. Okay. On voit que les commerces qui ont été conventionnés et qui répondaient aux critères qui avaient été identifiés lors de la phase de préparation, ils étaient, on va dire, de manière présente, pas du tout au hasard ou pas du tout aléatoirement sur le territoire. Okay. Ça veut dire qu'effectivement, il y avait des territoires qui étaient plus ou moins dotés en termes de lieux dans lesquels on pouvait avoir une alimentation entre guillemets de qualité et durable. C'est quelque chose qui a eu un impact très fort. Alors, ça a eu un impact de plusieurs manières. On peut juste de manière un peu neutre, on voit qu'en fait entre les territoires ruraux et les territoires urbains, les territoires ruraux ont beaucoup plus conventionné d'agriculteurs directement, en fait, pour que les gens s'approvisionnent directement auprès des producteurs, là où les espaces urbains l'ont moins fait. Là où c'était intéressant sur la question de l'impact local, c'est que, et ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure quand on parlait du quotidien d'une personne qui aurait accès à la sécurité sociale de l'alimentation, un des espaces qui s'est révélé être très adapté aux besoins dans un contexte où il y avait relativement peu d'offres, c'est le marché de plein vent d'une petite ville qui est l'une des plus pauvres du département de la Gironde, qui est la ville de Sainte-Foy-la-Grande, où en fait beaucoup de gens ont réussi à trouver une offre diversifiée directement auprès des producteurs. Et ça, c'était d'autant plus surprenant qu'on constatait que, en fait, malgré le fait qu'ils étaient choisis en nombre, les producteurs peinaient en fait à rentrer dans ce dispositif-là. Ils peinaient pas à y rentrer, mais ils peinaient à y trouver un intérêt économique. En fait, il y avait peu de gens qui rendaient visite aux producteurs dans leur ferme ou qui allaient chercher des paniers en AMAP ou des choses comme ça. Okay. À l'inverse, le marché de plein vent, quand il réunit une variété de producteurs conventionnés et où il occupe une place un peu centrale au sein du territoire de vie, au sein du bassin de vie, c'est quelque chose qui en fait s'avérait hyper pertinent.
Donc voilà, par exemple, un exemple Oui, d'un complètement. dispositif qui semble relativement ancien, mais qui garde en fait une pertinence, qui garde une capacité à répondre aux besoins. Euh, dans l'espace urbain, par contre, on avait une problématique qui était beaucoup plus importante, c'est du coup les territoires qui avaient été sélectionnés. Ils associent en fait des quartiers politiques de la ville Ok. et des quartiers qui sont plutôt des quartiers avec une population plus bourgeoise ou avec des revenus plus importants. Mhm. Et du coup, en fait, c'est un peu des espaces de, de frontières. Euh, et on aurait, alors plutôt d'un côté, dans ces quartiers UP, un peu plus UP en tout cas, la présence de ces commerces dits de bouche, boucherie, boulangerie, magasins bio, Mhm. etc. Et dans les quartiers plus euh, ciblés par les politiques de la ville, en gros, des commerces associatifs, des épiceries sociales, des choses comme ça. Et c'est un peu les deux types de commerces qui ont été conventionnés en fait dans ces espaces urbains. Ok. Mais ça pose de grosses questions puisque le coût d'entrée donc cette offre dans ces espaces conventionnés, dans ces espaces sélectionnés, il n'est pas du tout égalitaire en fait. Euh, le fait de se conformer aux, aux, aux choix qui ont été faits était beaucoup plus important pour les personnes qui n'avaient pas accès auparavant à une alimentation qui répondait à ces critères de sain et durable entre guillemets par rapport à ceux qui en fait le pratiquaient déjà, les fréquentaient déjà. Ok. Je sais pas si tu veux. Non, j'ai pas. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui témoignent. Mhm. Parce qu'en fait, bon, là, ça me permet un peu de dire un peu plus concrètement ce qu'on a fait lors Complètement. de cette année d'expérimentation. Il y a eu le suivi scientifique, donc a d'abord fait des questionnaires Mhm. en amont de l'expérimentation pour comprendre le profil des participants, pour comprendre leur motivation, les formes d'alimentation qu'ils avaient, Mhm. d'approvisionnement qu'ils avaient. Et c'est un questionnaire qui a été répété à la fin pour voir un petit peu les évolutions. En plus de ça, il y a eu beaucoup d'entretiens semi-directifs, donc qualitatifs, de discussions avec les personnes qui participaient, des entretiens aussi avec les commerces Mhm. qui s'engageaient là-dedans, et un suivi aussi des transactions pour voir un petit peu ce qui avait été acheté, où est-ce que ça a été dépensé, et on pouvait avoir une masse de données très importante. Ok. Et bon, il y a un des résultats, c'est quand même que euh, accéder à une alimentation, c'est pas que une question financière, Mhm. et que aller dans une boucherie d'un quartier entre guillemets bourgeois, Mhm. ça peut représenter des coûts qui sont pas seulement des coûts financiers, mais aussi des coûts culturels. Euh, euh, Où bon, bah, ça peut être du simple malaise dans Mhm. cet espace-là, à vraiment juste le fait qu'on trouve pas les choses auxquelles on Mhm. souhaite accéder ou auxquelles on, on a besoin pour faire les recettes qu'on aime, pour faire les recettes que... Oui, puis j'imagine que si j'ai 150 euros, si je vais au commerce de bouche du 16e ou si je vais, Exactement, ouais. je ne sais pas où, mais un Mais autre endroit où c'est beaucoup moins cher, on n'achète pas non plus les mêmes choses, enfin la même quantité de choses, la non, même qualité. Et puis là, c'est intéressant ce que tu dis parce que en effet, en fonction de nos cultures, de nos religions, on a des modes d'alimentation, des habitudes alimentaires qui vont être différentes. Donc, par exemple, si on pense aux boucheries spécialisées, comment en fait on peut faire intégrer ça dans le système de la sécurité sociale de l'alimentation pour justement que ce soit inclusif, enfin que ça puisse inclure tout le monde. c'est des choses qui sont en tension en fait. Le, L'une des vertus du système, c'est de pouvoir organiser la discussion démocratique autour du conventionnement. Donc, en théorie, les personnes qui souhaitent accéder à quelque chose
peuvent en faire la demande, peuvent chercher à défendre la pertinence du choix au nom de l'inclusivité, par exemple, qui est un critère très valorisé. Et par exemple, il y a la question de la viande halal, qui est quelque chose de récurrent. Elle peut être résolue sous cet angle-là, d'une égalité d'accès à une alimentation choisie. Ça peut être résolu comme ça. Le problème, c'est que c'est des décisions qui sont prises à cette échelle-là par les participants eux-mêmes, et que c'est dépendant de ces interactions-là, quoi, et de ces décisions collectives. C'est effectivement une des conséquences, un des résultats forts, quoi. C'est-à-dire, quand on organise la discussion autour de ça, il y a des formes de reproduction, de normes du bien manger qui émergent. Et ça a des conséquences, par exemple, sur le prix des produits. On a mesuré une augmentation du prix moyen des produits achetés en début et en fin d'expérimentation. Il y a aussi un autre élément, c'est que les allocations, elles n'ont pas satisfait entièrement les besoins, et ce n'était pas forcément quelque chose de négatif. C'est-à-dire que les gens, ils ont continué à faire des courses en euros à côté des courses qu'ils faisaient dans le cadre de l'expérimentation, qui était où ils utilisaient un moyen de paiement qui s'appelle la MONA, la monnaie alimentaire, mais qui est en gros une monnaie équivalent à 1 euro, mais qui peut être que dépensée dans les points de vente qui ont été sélectionnés. Mais du coup, on constatait qu'en fait, les gens, ils adaptaient leurs approvisionnements en faisant une partie en MONA, une partie en euros, et en reconfigurant un petit peu leur modalité d'approvisionnement, ce qui n'était pas sans coût, puisque pour certaines fois, tu mentionnais pour l'anecdote le cas du passage du Lidl à l'Intermarché, c'est pas quelque chose du tout de rare, en fait, d'avoir à faire des distances et beaucoup de déplacements pour se nourrir, et c'est quelque chose qui est encore plus important quand on est précaire. Ok. J'espère avoir répondu à la question. Alors, on est déjà à 58 minutes, mais comme c'est passionnant, je te propose de continuer, et on verra peut-être ensuite, peut-être qu'on pourra enlever des choses. N'hésite pas. Voilà, mais il y a encore plein de sujets qui me paraissent très pertinents. Peut-être tu veux qu'on fasse une pause ou... Si tu veux, on avait dit qu'on en faisait. Donc, on peut essayer de faire une pause. Donc, j'avais une question à te poser. Sur... on parlait justement du fait... Au tout début, on parlait du fait que la sécurité sociale de l'alimentation, elle permettait de maîtriser en fait toute la chaîne de la production alimentaire jusqu'à la vente alimentaire. Et on a parlé également des cantines qui ont déjà des cuisines centrales. Enfin, il y a déjà une organisation qui se fait pour faire de la cuisine collective. Est-ce qu'on peut imaginer que de nouveaux équipements vraiment dédiés à la cuisine, des équipements municipaux, donc je pense par exemple à des cuisines collectives qui seraient municipales et qui naîtraient de manière locale, permettrait par exemple de prendre les invendus, si on parle de légumes, de les transformer et peut-être de vendre de la nourriture, du coup des plats préparés. Peut-être que ça pourrait aussi être des lieux à vocation éducative pour peut-être apprendre à mieux s'alimenter, à cuisiner, peut-être un partage aussi culturel autour de la nourriture. Et puis souvent on parle aussi, ça peut être des lieux associatifs, je sais pas si c'est associatif, mais qui peuvent permettre la réinsertion sociale, qui ont des vocations sociales plus larges. Est-ce que c'est des choses dont tu as déjà entendu parler et qui pourraient trouver un intérêt ou qui pourraient prendre une autre forme ? Je pense que c'est évidemment, ça illustre un peu deux choses. C'est d'une part le fait qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites sur ces questions alimentaires au niveau des collectivités territoriales, qui sont donc les villes,
les mairies, les départements, les régions, les intercommunalités, qui ont, à des niveaux différents et selon leurs prérogatives, investissent ce champ de l'alimentation et donc qui développent effectivement une alimentation locale et bio des cantines, par exemple, ou de leur cuisine centrale, des programmes d'éducation, des choses comme ça, et qui montrent en fait Ils ont des plans alimentaires durables, par exemple. Alors il y a cet outil, donc des PAT, des plans alimentaires territoriaux. Qui ont essaimé et qui sont maintenant presque la majorité des intercommunalités disposent aujourd'hui d'une stratégie ou d'un plan alimentaire territorial. Ça montre en fait que au-delà de la question de la simple mise en commun de moyens et de la distribution d'une allocation, il y a tout un enjeu d'infrastructure, il y a tout un enjeu de pratique et de savoir, de compétences, qui sont essentielles en fait dans ces questions d'alimentation. Et donc oui, le système, il interagit en fait avec tous ces espaces-là dans l'expérimentation donc en Gironde. Les espaces, il y a des institutions qui sont en fait chargées de faire vivre ce projet localement. Et ces institutions-là, c'est des associations qui sont déjà en train de travailler l'éducation populaire autour des questions alimentaires. Alors c'est soit des centres sociaux, soit des associations qui ont des activités diverses, mais qui partagent un peu cet enjeu-là. Donc oui, il y a des synergies existantes en fait entre ces choses-là. Et donc oui, c'est hyper pertinent de penser plus largement. Ok. Et donc, comme on l'a vu, tout part de la production agricole. Et donc, comment la mise en place de la SSA influence justement cette production agricole ? On imagine bien que si par exemple tous les produits conventionnés seraient bio, si on ne sait pas, dans un monde dans 10-20 ans, on favorise le végétarisme, on imagine que ça a un impact, qu'il y a moins d'élevage, etc. Comment, en fait, la SSA, elle peut moduler les types de production ? Enfin, est-ce que tu as je pense que pour l'instant, on a un système tel qu'il existe dans les expérimentations qui fonctionne plus sur le soutien aux filières vertueuses que le changement du système dominant. Mais on pourrait très bien imaginer que ce soit plus le cas à l'avenir et que ça devienne plutôt l'inverse. Que les décisions elles soient plus orientées vers la limitation, l'instauration de quotas d'émissions de carbone pour l'agriculture, et du coup, il faudrait envisager des réductions de cheptel, par exemple, ou l'interdiction de certaines substances qui, du coup, feraient évoluer les pratiques agronomiques. Enfin, on pourrait l'imaginer comme ça. Si on imagine que la sécurité sociale de l'alimentation, elle aurait un impact sur Enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut imaginer des changements de régime alimentaire qui ne soient pas des choses qui soient extrêmement contraignantes. Enfin, je pense qu'il ne faut pas surestimer le coût du changement, même s'il ne faut pas non plus l'euphémiser, quoi. Il y a des choses qui ont des impacts très importants et qui, de toute manière, deviendront problématiques ou impliqueront des changements ailleurs, en fait. C'est la force de cette proposition-là, c'est qu'elle repose sur une définition collective de ce qui constitue nos besoins dans ce cadre de limites écologiques notamment. On pourrait imaginer que les gens veulent sanctuariser une quantité de viande par personne
c'est envisageable, c'est quelque chose de culturellement très important, il y a un attachement extrêmement fort. Une des manières de mesurer la précarité alimentaire, c'est notamment celle de mesurer l'accès aux protéines carnées. Voilà, c'est quelque chose de très fort. Le fait de continuer à, par exemple, émettre du carbone en produisant de la viande, ça impliquera qu'il faudra diminuer les émissions ailleurs, voilà, donc c'est cette idée de hiérarchiser les besoins, hiérarchiser les productions pour garantir un peu quelque chose qui réponde à la fois à des choses qui ne sont pas objectives, qui sont des réalités culturelles historiques, et des choses qui par contre, elles le sont, qui sont les impacts de l'activité économique sur les écosystèmes. Et donc toi, tu as travaillé sur la politique agricole commune. On en entend beaucoup parler, on entend beaucoup parler de la précarisation des agriculteurs, etc. Et donc ça nous amène aussi à penser un peu la gouvernance, parce que là, de l'implication des acteurs à l'échelle européenne ou non, et est-ce que tu peux nous dire comment ça pourrait améliorer la condition de vie des agriculteurs, et sachant que c'est une chose éthique qui est de plus en plus mise en avant, hein, même quand on consomme des aliments, on nous explique que la façon de travailler de tel et tel producteur, elle est agréable et heureuse, et que c'est pour ça qu'on a envie d'acheter ce produit-là. Alors, il y a plusieurs dimensions sur le lien avec la politique agricole commune, mais sur la question des conditions sociales des gens qui produisent l'agriculture, l'alimentation, je pense que c'est important de restituer la diversité de ces gens-là. C'est-à-dire que l'agriculture aujourd'hui, c'est un secteur économique qui repose de manière croissante sur le salariat, et du coup qui s'éloigne de plus en plus d'une figure qui est toujours hégémonique, mais qui est de moins en moins réelle, qui est celle de l'exploitation familiale. Okay. Aujourd'hui, on a toujours en tête des familles qui sont sur des fermes individuelles, qui ont des problèmes de dette, et c'est des figures qui existent, mais qui en fait sont en train de produire une part de moins en moins importante de l'agriculture et de l'alimentation. D'accord. Et qui présente notamment dans l'élevage et dans l'élevage bovin des problématiques sociales qui sont réelles. Mais en fait, aujourd'hui, une partie significative de l'alimentation, elle est produite dans des grandes fermes qui reposent sur du salariat. Okay. Alors, grandes fermes qui peuvent être des exploitations céréalières dont les propriétaires sont potentiellement très riches, mais aussi des fermes maraîchères, qui reposent sur du travail migrant, où les personnes qui ont les difficultés de vie les plus difficiles ne sont pas forcément les propriétaires, loin de là. Donc voilà, il faut vraiment restituer cette diversité-là. Mais de manière générale, l'idée de prise de décision démocratique sur les modes de production, c'est un changement drastique, parce qu'on passe d'un système, la politique agricole commune, qui rémunère le capital, en fait, puisque les allocations, les aides, elles sont allouées sur la base de la taille de l'entreprise. D'accord. Plus une entreprise est grosse, plus elle a de capital, en tout cas en terre, puisque c'est des aides qui sont spatialisées, qui sont à la surface, plus elle va recevoir d'aides. Et ce système-là, il a des... Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de la justification de ces aides-là. Il y a une raison pour laquelle on octroie les aides de cette manière, mais ça aboutit à une concentration des terres au sein d'entités économiques de plus en plus grandes. Donc en fait, une sorte de plan social permanent, avec une diminution du nombre d'actifs dans l'agriculture qui est importante. Et ça, c'est une stratégie qui est en fait intentionnelle. Donc, la sécurité sociale et l'alimentation, c'est aussi l'occasion potentiellement de revenir sur ces choix qui ont été pris, mais finalement de manière assez peu démocratique. En tout cas, d'avoir ces discussions-là, de savoir dans quelles conditions on veut que les choses soient produites, dans quelles conditions salariales, dans quelles conditions économiques, potentiellement aussi pour les propriétaires exploitants.
c'est des enjeux importants. Et donc, justement, là, comme tu l'évoques, la propriété foncière agricole, donc les terres, c'est un gros enjeu. Est-ce que, je sais pas, parce que là, s'il y a la SSA qui se met en place, on peut imaginer qu'il y a des agriculteurs conventionnés, et on peut également imaginer que, en fait, la terre agricole qui produit notre alimentation, ça devient un bien commun. Donc, est-ce que tu as des pistes sur ça, sur le fait que ça puisse être municipalisé? Et je sais que tu as quelques exemples, notamment avec le Conservatoire du littoral ou des associations où c'est déjà mis en place. Oui, c'est vrai qu'il y a en fait plusieurs. La question de la propriété privée de la terre, c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose d'extrêmement sensible d'un point de vue culturel. On parlait de la viande et l'attachement très important dont elle fait l'objet dans la population en France. La question de la propriété, c'est un sujet extrêmement sensible aussi et qui déclenche parfois des mobilisations importantes. Mais il y a quand même plusieurs exemples de gestion collective de la terre et de gestion publique. Donc, l'exemple pour la question alimentaire le plus classique, c'est la question des régies municipales, avec l'approvisionnement des cantines par des maraîchers qui sont salariés en fait des communes. Donc ça existe déjà, c'est mis en place dans un certain nombre de communes en France. Ça permet donc d'avoir des conditions de travail notamment qui sont satisfaisantes pour les maraîchers potentiellement, même si j'imagine que ça dépend des contextes. Il y a d'autres aussi exemples de propriété collective. Alors le Conservatoire du littoral, c'est un cas un peu spécifique mais qui est intéressant. Je me souviens plus de... Faudra couper ça. Comment il s'appelle déjà mon collègue qui travaille là-dessus? Alban Landré. Okay. Donc, qui a fait sa thèse récemment sur le Conservatoire du littoral et sur la gestion du foncier. Et qui s'intéresse particulièrement à la fixation de critères sur les contrats de location qui sont faits auprès des agriculteurs qui accèdent à ces terres et qui en fait sont conditionnés à des pratiques entre guillemets vertueuses d'un point de vue environnemental et qui montrent en fait son travail de manière très flagrante, en fait les complexités dues à cette pratique, et notamment une fois qu'on passe d'espaces qui sont en herbe, des espaces de prairie à des espaces de production agricole. C'est assez facile de juger du caractère vertueux d'une prairie qui est assez peu touchée, où il y a juste des animaux qui broutent, ou qui est fauché à des dates spécifiques. Ça, c'est possible de contrôler. Mais par contre, pour une institution comme le Conservatoire du littoral, de contrôler que les pratiques agronomiques pour tel type de production agricole sont conformes à un cahier des charges, ça c'est des choses qui sont très compliquées. Mais bon, je ne rentre pas dans le détail. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'il y a déjà pas mal de dispositifs différents qui organisent la gestion du foncier autrement que par la propriété privée. Oui, parce que là, peut-être de rappeler juste que le Conservatoire national, c'est une institution... le Conservatoire du littoral, c'est une institution nationale. Ouais. Et donc là, en fait, c'est l'État qui se rend c'est vrai que j'ai pas trop expliqué. Ouais. C'est une entité publique qui donc rachète une part importante du domaine maritime et qui a donc une autorisation légale de préempter les terres. Donc elle peut, au moment d'une transaction foncière, selon certaines conditions, racheter, elle, la terre en question et y apposer, donc dans le cas des terres agricoles, des conditions spéciales d'utilisation, quoi. Mais bon, pour en revenir à cette question un peu culturelle, on se souvient qu'il y a... on pourra peut-être couper ça, mais il y a l'office foncier. Il y avait un projet d'office foncier dans les années 80, au moment de la prise de pouvoir par Mitterrand, dans le contexte du Larzac et de choses comme ça. Un office foncier public national, donc qui régirait au niveau national l'allocation des terres, notamment agricoles. Et c'était quelque chose qui avait déclenché
une bronca extrêmement importante, notamment de la part du milieu agricole. Ok. Il y avait le même type de mobilisation que, par exemple, pour la défense de l'école privée. C'est D'accord. ce genre de choses-là. Ok. Bah, super intéressant. Je regarde vite fait. Oui, je voulais finir et après on conclura. Je me laisse le temps de... N'hésite pas. Ouais. Attends, parce que peut-être sur l'échelle européenne, peut-être qu'on n'en a pas besoin. Sur l'échelle européenne, il y a peut-être un enjeu sur la PAC. Donc est-ce qu'il y a un enjeu à l'échelle européenne ? Je pense qu'effectivement, il y a un enjeu dont on n'a pas parlé sur le lien entre la proposition de sécurité sociale de l'alimentation et le système contemporain de gestion publique de l'agriculture à travers la politique agricole commune. J'ai parlé de la concentration des terres au sein d'entités productives de plus en plus grandes, mais il y a un autre aspect important qui a des conséquences très fortes du point de vue environnemental, c'est la spécialisation régionale. Aujourd'hui, une des conséquences de la libéralisation des marchés agricoles, mais auparavant du système de financement de l'agriculture dans la période précédente, donc pré-90, qui est un peu le tournant vers une gestion libérale, c'est la concentration de certaines productions dans des territoires spécifiques. Tout l'élevage va être fait au même endroit. Toute la production porcine va avoir lieu dans un petit territoire. Pareil pour les vergers. Et ça va avoir des conséquences super importantes du point de vue de la rupture des cycles qui organisaient l'agriculture auparavant. Et ça, c'est vraiment le résultat d'une volonté de faire des économies d'échelle, d'industrialiser les productions. Donc ça, c'est quelque chose qui a été accompagné, encouragé par la politique agricole commune depuis sa création. Et l'idée qu'on rompe un petit peu avec cette logique-là, c'est peut-être l'occasion de revenir un peu sur les possibilités de diversification, de réinstaurer une répartition de l'agriculture qui soit différente de celle qu'elle est actuellement. Mais du coup, ça s'inscrirait toujours dans une logique européenne ? On le voit aujourd'hui, c'est déjà en fait... Le système actuel arrive déjà en fait à ses limites et il y a une mobilisation qui a été très importante aux Pays-Bas. Okay. Il y a 2 ans maintenant, 3 ans. Enfin, c'est une crise qui a duré longtemps et qui, je pense, n'est toujours pas résolue. C'est en fait l'Union européenne, même si elle s'inscrit dans un cadre libéral, elle a aujourd'hui des réglementations qui visent à limiter les émissions de méthane, par exemple. Okay. Et des directives aussi sur la protection de l'eau. Et aujourd'hui, quand il y a des États qui contreviennent à ces directives-là, ils ont des problèmes, de fait. Et la concentration dont je parlais, la spécialisation régionale, ça a induit aux Pays-Bas presque un gel de l'économie où, en l'absence d'une réduction des émissions, ils ne pouvaient plus accorder, par exemple, de permis de construire, légalement. Et du coup, ils se retrouvaient les pieds et mains liés à devoir implémenter dans l'urgence ou de manière un peu précipitée un plan de réduction des cheptels et des troupeaux d'animaux, quoi, hyper important. Et ça avait déclenché une crise monumentale, quoi. Donc, l'échelle européenne, c'est déjà aujourd'hui l'échelle de gestion. Que ça le reste ou pas à l'avenir, il y aura forcément des enjeux d'interdépendance entre les territoires, des enjeux d'échange. Donc les contours sont à définir et la sécurité sociale de l'alimentation, elle ne répond pas actuellement à ces enjeux, mais ce sera des questions qui vont se poser. Après, on imagine, comme on vient de le dire, l'agriculture a un rôle à jouer très important sur le changement climatique et
tous les dispositifs de résilience qu'on peut mettre en place par rapport à ça. Donc on imagine bien que ça, ce sont des questions qu'on doit gérer à l'échelle européenne, donc ça a sans doute sa place aussi à l'échelle européenne. Je voulais aussi parler avec toi, donc ça c'est peut-être un peu plus philosophique, mais en fait, au travers de tous nos échanges, on se rend compte peut-être que il y a une forme d'invisibilisation d'où provient notre alimentation, mais aussi de la nature et peut-être de la condition animale. On en avait vite fait parler ensemble. Les animaux avaient une présence beaucoup plus importante dans les villes à l'époque, que ce soit pour se déplacer avec les chevaux. On pouvait aussi retrouver également des vaches en bas des immeubles pour donner le lait chaque jour. Comment toi tu abordes cette question-là selon ton point de vue ? La question animale, spécifiquement ? Ouais, que finalement, la sécurité sociale de l'alimentation, elle s'accompagne aussi d'une remise en lumière. C'est intéressant parce que parmi les collègues qui donc s'intéressent à ce sujet-là, ou les participants plus militants qui s'engagent dans ces expérimentations-là ou dans la promotion de cette idée au niveau national, il y a un certain nombre de gens qui ont une entrée ou pour qui c'est extrêmement important cette question de la place des animaux et des relations qu'on entretient avec eux. Et je pense que pour eux, actuellement, c'est relativement frustrant parce que ça révèle cette mise en discussion de l'alimentation au sein des caisses, cette ouverture d'espaces de décision collective. C'est le caractère relativement marginal en fait de ces réflexions sur la place des animaux et sur potentiellement le droit, la question de la souffrance qui caractérise les modes de production actuels. En fait, aujourd'hui, c'est des choses qui finalement restent subordonnées par rapport à d'autres enjeux dans les discussions. Notamment la question de l'inclusion de tous, la question de la localité des produits, la question du label et de l'utilisation de pesticides, elle va passer devant la question de la végétalisation. Ça, c'est quelque chose d'assez présent, en tout cas dans l'expérimentation dans laquelle moi j'ai travaillé. J'ai l'impression que c'est valable aussi dans d'autres contextes. Okay. Alors, c'est pas quelque chose, je pense, dont il faudrait poser la question à ces gens-là, mais je pense qu'il y a d'autres espaces en fait dans lesquels ces sujets-là ils sont évoqués, ils sont abordés, et c'est aussi intéressant à suivre. Mais là, on en vient vraiment à des questions d'inertie, quoi, des représentations et des visions de l'alimentation, quoi, qui est forte en fait. C'est quelque chose qui bouge et qui bouge de manière continue, mais qui bouge aussi lentement, et notamment pour la question de la consommation de viande, c'est quelque chose de très fort. Et donc, pour conclure cette dernière partie, et ensuite on fera la conclusion finale, est-ce que tu as on va dire un exemple, parce qu'on est très pressé, de dispositif qui n'est pas similaire à la sécurité sociale alimentaire, mais en tout cas qui est une aide alimentaire à l'international. Et justement, c'est intéressant là ce que tu dis, parce que des fois on peut peut-être apporter une aide et avoir une philosophie plus capitaliste par ailleurs. J'ai l'impression que je vois où tu veux en venir, mais ouais, moi j'ai été surpris de découvrir au moment où j'ai commencé à m'intéresser au sujet que l'idée de financer la demande au lieu de financer la production telle que c'est fait en Europe, c'était quelque chose qui n'était pas du tout une idée de bolchevique hirsute, c'était la manière dont le système s'était constitué aux États-Unis. Que l'aide
le soutien public à l'agriculture aux États-Unis passe par le programme de soutien à l'alimentation des plus démunis. C'est un truc qui s'appelle le SNAP, qui est des chèques alimentaires qui sont distribués aux ménages les plus pauvres pour aller faire leurs courses dans les grandes surfaces, mais qui est aujourd'hui un budget colossal qui représente, je crois, annuellement 80 milliards d'euros. Dans ces ordres de grandeur-là, donc c'est-à-dire un budget qui est de loin supérieur à celui de la politique agricole commune. Donc, alors, c'est quelque chose qui est mis en œuvre de manière très différente selon les contextes, mais qui, dans son intention originale, diffère complètement de la sécurité sociale de l'alimentation, puisque c'est fléché. En fait, c'est les 3 piliers dont on parlait tout à l'heure, universalité, cotisation solidaire et conventionnement démocratique, ça répond à aucun de ces 3-là. Mais par contre, ce que ça montre, c'est que une inversion du financement de l'agriculture, ça, de dire on va plutôt donner l'argent directement aux citoyens et on va plutôt se préoccuper de la satisfaction de leurs besoins plutôt que l'équilibre financier des entreprises directement, c'est quelque chose qui est assez, finalement pas très utopique, quoi. Et l'important, c'est après comment c'est mis en œuvre. Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup pour ce voyage à travers la sécurité sociale de l'alimentation et tout ce que ça révèle sur nos villes et nos manières d'habiter. J'espère que ça aura été très inspirant pour toutes les personnes qui nous ont écoutés. Et donc pour finir, j'aimerais te poser une question que je vais poser à chaque invité. Donc si on revenait ici, dans 10 ans, à quoi ressemblerait pour toi la ville idéale du point de vue de l'alimentation ? Et quels petits gestes à notre échelle aujourd'hui on peut faire pour se rapprocher un peu plus de ce futur ? Alors, c'est une question difficile, mais moi je pense que là on se situe dans l'ordre du rêve, quoi, et l'idée qu'on puisse décider collectivement de qu'est-ce que c'est une alimentation digne et en garantir l'accès, si dans 10 ans on pouvait avoir ça, et qu'en plus ça réponde à des critères de durabilité de ce système dans le temps et l'ensemble des sujets qu'on a abordés là, ce serait je pense un progrès extrêmement important. Dans 10 ans, et pourquoi pas, alors en étant moins optimiste, avoir un mouvement beaucoup plus structuré et national qui promeuve l'extension de la protection sociale à de nouveaux domaines. Je pense que ça peut être quelque chose de réaliste. Ça a pris, je ne sais pas combien de décennies, voire de siècles, avant de réussir à construire une protection sociale sur la santé, la vieillesse. Ça prendra un peu de temps pour l'alimentation aussi. Et concrètement, en tant que citoyen, professionnel de la ville, décideur politique, étudiant, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ? Enfin, moi, demain, qu'est-ce que je peux faire qui puisse... voilà, moi, je trouve que c'est une super initiative. Je pense que ça peut avoir des effets particulièrement bénéfiques sur la ville, etc. Comment je peux faire pour contribuer à ça et à sa mise en œuvre C'est probable qu'autour de soi, il y a déjà des collectifs qui sont engagés sur ces thématiques-là. Il y a déjà des gens qui se mobilisent et j'imagine que c'est possible pour beaucoup plus de gens que ce qu'on pense de faire ça près de chez soi. Okay. De s'engager dans ces espaces-là. Rejoindre une initiative, une expérimentation. Ouais, et sinon, c'est difficile de prescrire, hein. C'est un exercice qui est périlleux, mais
j'ai l'impression que ce soit dans ces espaces-là ou dans d'autres, la mobilisation au sein de collectifs, elle me semble cruciale. Parce que c'est Ok. pas individuellement qu'on va réussir à faire face à ces problèmes-là. Donc individuellement, on peut s'intéresser, changer ses pratiques à soi, on peut devenir plus compétent, plus réflexif, mais je pense que la clé, à un niveau très subjectif, elle se joue dans le collectif. Et donc, toi, demain, comment tu vas poursuivre tes réflexions et tes actions? Quelle va être... Ben moi, demain, je ne sais pas très bien de quoi demain sera fait parce que comme beaucoup de mes contemporains, je suis précaire, une précarité qui est devenue de plus en plus fréquente aussi dans la recherche. Mais j'espère avoir l'opportunité de continuer à m'intéresser aux questions agricoles, peut-être de continuer à avoir un pied dans ces initiatives de caisse de l'alimentation et peut-être euh, d'arriver à articuler de manière peut-être plus directe les enjeux locaux et les implications à l'échelle globale. Parce que là, moi, j'étais sur une période où on étudiait un cadre très spécifique, très local, très émergent, et peut-être d'essayer de réarticuler ça avec des problématiques nationales, voire internationales. Ok, bah écoute, super. Merci encore d'avoir partagé ton regard et tes récits. Et merci à vous qui nous écoutez. On se retrouve très vite pour une nouvelle fable urbaine. Si cet épisode vous a touché, si ces questions vous parlent, vous pouvez vraiment aider le podcast à vivre en laissant un like ou un j'aime sur votre plateforme d'écoute, en partageant l'épisode ou en parlant autour de vous. Vous pouvez aussi rejoindre le podcast sur Instagram pour suivre l'actualité et la sortie des prochains épisodes. Et surtout, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou en message privé avec vos idées, vos envies et vos interrogations. Si vous pensez que certaines voix mériteraient d'être entendues ici, ou si vous avez envie de venir discuter dans Fable Urbaine, je serai ravie d'ouvrir ce micro. Merci vraiment pour votre écoute, pour votre confiance et pour votre curiosité. À très bientôt pour la suite de Fable Urbaine.